Alors, nous allons parler aujourd'hui de la physiologie de l'appareil urinaire. Je vous invite fortement à prendre votre cours d'anatomie de l'appareil urinaire sous les yeux pour pouvoir mieux comprendre. Je vais quand même insérer quelques schémas. Dans ce cours, il y a quelques petits schémas récapitulatifs pour que vous arriviez à suivre tout ça. On va expliquer le fonctionnement rénal, la fabrication des urines et on terminera aussi par, très rapidement, dans les grandes lignes, sur quelques pathologies rénales, puisqu'il n'y aura pas, dans les prochains cours, de cours à proprement parler sur les pathologies rénales. C'est pour ça qu'on va terminer ce diaporama sur ça. Alors, diapositive suivante. Le petit schéma, rappel anatomique. Donc, on voit bien de part et d'autre les reins, qui, par les uretères, chaque rein a une ureter qui va permettre de déverser l'urine dans la vessie. La vessie n'est pas autre chose qu'un réservoir qui va contenir les urines, qui va stocker les urines, parce que vous imaginez, si on n'avait pas de vessie, eh bien on ferait pipi en continu, ce serait un petit peu embêtant, on irait faire pipi toutes les 10 minutes, vous imaginez, en cours, ce ne serait pas possible. Madame, je peux aller faire pipi? Madame, je peux aller aux toilettes? Ce ne serait pas possible. Donc la nature a bien prévu les choses, on a un réservoir qui s'appelle la vessie. Évidemment, la vessie, quand elle va commencer à se remplir, au bout d'un moment, on va ressentir l'envie d'aller uriner. Et les urines vont être évacuées par l'urètre et par l'orifice urogénital, selon chez l'homme, chez la femme, par le méa urinaire, où il y a des sphincters qui permettent de contenir et éviter que l'on perde les urines en route. Alors, nous passons à la diapositive suivante, l'appareil urinaire. Donc, cet appareil, il a pour fonction les reins, c'est essentiellement, je ne vais pas dire que ça, mais c'est essentiellement un filtre, un épurateur. C'est un petit peu la station d'épuration. On en avait un petit peu parlé avec le foie, puisque le foie aussi, il a aussi un rôle de filtre, il a également un rôle épurateur, pas que ça non plus. Eh bien, les reins également, on va voir, il y a d'autres fonctions, mais essentiellement, c'est permettre aux déchets de quitter l'organisme. Nous mangeons, nous buvons, nous utilisons les protéines, les graisses, le glucose, tout ça pour fonctionner. Et nos cellules, quand elles fonctionnent, elles vont évidemment fabriquer des déchets. Voilà, puisque en chimie, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc quand on a brûlé du glucose, quand on a utilisé des protéines, quand la cellule a fonctionné, elle va évacuer des déchets. Il y a un déchet que vous connaissez dans les cellules, on l'avait vu dans la respiration. Le CO2 est un déchet de la respiration cellulaire que les poumons vont ensuite évacuer. Donc ça, c'est en ce qui concerne les gaz. Nos poumons nous permettent de recharger en oxygène le sang, ce qui permet après d'apporter de l'oxygène aux cellules. Les cellules vont utiliser cet oxygène, produit de dégradation, déchets, le CO2. Et du coup, machine arrière, ça repasse aux poumons et le CO2 va repartir à l'extérieur du corps humain. Et bien là, on est un petit peu dans le même schéma, sauf que ce sont les reins. Les reins, eux, vont s'occuper d'autres déchets, donc pas gazeux, mais organiques. Et surtout, le rein a un grand rôle dans la régulation de la quantité d'eau que l'on a dans le corps. Tous les jours, on boit, on mange des aliments qui sont pleins d'eau. Évidemment, heureusement que toute cette eau que l'on absorbe, heureusement qu'on en élimine une grande partie, sous forme d'urine notamment. Donc on fabrique donc dans les urines, il n'y a pas que de l'eau, donc il y a essentiellement de l'eau en effet, pour réguler la quantité d'eau dans le corps. Mais avec l'eau, il va y avoir plein de déchets qui vont partir également, et on va rapidement regarder tout ça. Alors, on passe à la diapositive suivante. Alors, on a un schéma, donc c'est une diapo sans titre, mais donc vous avez le schéma, alors très très simplifié, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça. On le verra tout à l'heure dans d'autres schémas, dans d'autres photos.
On regardera la vascularisation du rein. Mais voilà, très schématiquement, le rein passe son temps à filtrer en permanence, de jour comme de nuit. Alors, un petit peu moins la nuit parce qu'on dort et que nos activités cellulaires sont plus au repos. Donc, le rein a moins besoin de filtrer la nuit. Mais donc, H24, le rein va filtrer du sang. Alors là, vous voyez sur le schéma, on vous parle de l'urée. Il n'y a pas que l'urée que l'on va filtrer. Mais quand on transforme les protéines, on utilise les protéines pour fonctionner, on va fabriquer de l'urée. Donc c'est un produit de dégradation des protéines, l'urée. Et l'urée, elle ne nous sert à rien. C'est pour ça qu'on va l'évacuer. Donc là, c'est un exemple. On voit à gauche l'histoire le premier encadré à gauche. On vous met le sang entrant, qui en effet est chargé d'urée, mais chargé aussi d'autres déchets. Et ce sang qui va passer au niveau des reins, et on va voir plus précisément tout à l'heure comment ça se passe au niveau des capillaires, les échanges, au niveau des néphrons, on y vient tout de suite après. Donc le sang qui circule en permanence, souvenez-vous, le sang circule en permanence partout dans tous nos organes, repasse régulièrement au niveau du cœur pour reprendre de la pression. Donc ça circule partout en permanence. Donc le rein, il est sans arrêt, il y a du sang qui circule. Et à ce moment-là, quand le sang vient au niveau des reins, il va être filtré. Et il est filtré. Là, on vous donne l'exemple de l'urée. L'urée qui va être, on voit, l'urée est abondante dans les urines. Et en effet, il y a beaucoup d'urée dans les urines. Donc une grande partie de l'urée va être évacuée grâce aux urines. Donc le sang, une fois filtré, quand il quitte les reins, si on regarde de plus près, on va avoir un sang qui va être épuré, une grande partie de déchets, notamment épuré de son urée. On va retrouver un peu d'urée, il en reste toujours un petit peu, tout n'est pas évacué. Voilà, donc ça on vous donne l'exemple de l'urée, mais il est assez intéressant, ce schéma, il symbolise vraiment bien le rôle de filtre du rein. Tout le sang arrive, tout le sang est épuré, filtré, et tout ce dont le corps ne veut pas va partir dans les urines. Alors, nous passons à la diapositive suivante, la vascularisation du rein. Donc, à gauche, vous avez le schéma. Alors, on voit bien, on l'avait vu dans le tout premier schéma, et je vous invite à regarder vos schémas avec l'artère rénale et les veines et les artères rénales. Donc, on a le sang qui arrive par une artère, l'artère rénale, on le voit là, le sang entrant. Le sang donc arrive par l'artère rénale et va être distribué dans l'ensemble du rein. Et dans l'image de droite, on voit très bien, on dirait comme un arbre avec toutes ses branches. Eh bien, cet arbre-là que l'on voit. Ça, c'est une scintigraphie rénale. On voit très bien là cet arbre en rose. C'est pas autre chose que toute la circulation. Donc en haut, on a l'artère qui arrive, qui se ramifie, et on voit tout ce réseau, on dirait comme les petites branches de l'arbre, tout ce réseau de capillaires, là où vont avoir lieu les échanges, et vous voyez que les petits capillaires, les petites choses fines, elles sont sur la partie, un petit peu sur l'écorce, sur le pourtour du rein, et on verra tout à l'heure pourquoi, parce que c'est là où sont les néphrons, et c'est là que va être filtré le sang. Et ce qui est symbolique, là, un peu les branches, ce sont les artères et les artérioles. C'est pas là que vont se faire les échanges. C'est vraiment au niveau des petits capillaires que vont se faire les échanges. Mais on voit bien, donc toujours sur la photo de droite, la scintigraphie. Donc en haut, on voit l'artère rénale, on voit tout ce réseau d'artérioles plus petites et de capillaires. Les capillaires, c'est le point de jonction entre les veines et les artères, les vénules et les artérioles plus exactement. Et à nouveau, tout va être recollecté puisque le sang débarrassé de ses déchets va recirculer dans l'autre sens et va quitter le rein par l'artère rénale que l'on voit là sur le schéma en bas. Donc c'est comme si on avait la juxtaposition de deux arbres ramifiés.
Hein, c'est un petit peu l'image que ça fait. Voilà, elle est très parlante, elle est très intéressante cette image parce que on voit bien toute cette ramification. Si on regardait au niveau des poumons, on aurait ce même genre de schéma. Hein. Dans les poumons, on n'a pas des alvéoles. En bas des poumons, des alvéoles, on en a des milliards dans tous les poumons. Si on faisait une artériographie pulmonaire ou une scintigraphie pulmonaire, on aurait ce type d'image identique avec cette ramification. Voilà, c'était juste pour vous montrer, et vous comprenez donc pourquoi hein, le rein est très vascularisé, puisqu'il va falloir filtrer ce sang tout au long de la journée. Alors, nous passons à la diapositive suivante, la physiologie rénale. Alors, on va rentrer dans des choses un petit peu plus complexes, on va essayer de faire simple. Je ne vous demande pas de retenir tout en détail, le but est juste de bien comprendre voilà, globalement un petit peu comment ça se passe. Alors, on vous dit que les reins ne fabriquent pas l'urine. En effet, ce n'est pas une fabrication en soi. C'est vraiment une histoire de filtration. Hein. Donc, s'il y a trop d'eau circulant dans le sang, eh bien, une certaine partie va partir dans les urines. Donc ça, déjà, ça va faire le volume d'urine. Et en même temps, eh bien, il y a tous les déchets dont le corps ne veut plus qui vont aussi être filtrés par le rein et vont être évacués dans les urines. Donc c'est pour ça, c'est vraiment de la filtration, c'est pas de la fabrication en soi, c'est vraiment de la filtration. Voilà, donc on vous dit, hein, ça joue un rôle, quasiment exclusivement un rôle de filtre en éliminant un certain nombre d'éléments du sang. Alors, on verra aussi que le rein a aussi une activité endocrine et que le rein va aussi fabriquer certains produits. On en parle tout à l'heure. Nous passons à la diapositive suivante, le néphron. Alors ça, on l'avait déjà vu dans la partie anatomie. C'est la plus petite, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Qu'est-ce que ça veut dire une unité fonctionnelle ? Souvenez-vous alors je suis désolée de refaire encore un parallèle avec les poumons. L'unité fonctionnelle du poumon, c'est l'alvéole pulmonaire. C'est au niveau de l'alvéole pulmonaire que vont se faire les échanges gazeux entre l'air ambiant qui est arrivé, qui rentre jusque dans les alvéoles. Donc dans les alvéoles, il y a de l'air ambiant. Et autour de l'alvéole, il y a des capillaires sanguins. Et c'est donc au niveau de l'alvéole, vous vous souvenez, que vont se faire les échanges gazeux. Le gaz carbonique qui est dans le sang va passer dans l'alvéole. L'oxygène qui est dans l'alvéole va passer dans les capillaires sanguins. Donc il y a ces échanges. On va donc dire que l'alvéole pulmonaire est l'unité fonctionnelle du poumon. Revenons au rein. C'est au niveau des millions de néphrons que va se faire la filtration du sang et la fabrication de l'urine. Alors, j'étais en train de regarder les autres diapositives. Donc, juste avant de passer à la suite, ce qui est important, vous voyez, ce qui est important pour comprendre l'histoire du néphron. On voit sur ce schéma, en haut à gauche, ce qu'on appelle le glomérule. Le glomérule, vous voyez bien, on a la petite artériole là, qui arrive et qui se ramifie en capillaire. Donc, on a besoin qu'il y ait cette petite ramification là en capillaire. Toujours cette histoire de capillaire, parce que le capillaire a une membrane tellement fine qu'elle peut se laisser traverser. Les artères, les veines ont une paroi trop épaisse. Rien ne passe à travers. Les veines et les artères, je le répète, sont des tuyaux, uniquement des tuyaux. C'est à chaque fois au niveau capillaire que peuvent se faire les échanges gazeux, ou bien nutritifs, ou bien les déchets qui vont passer à travers. Donc vous voyez, le glomérule, c'est important parce que c'est là que le sang arrive. Mais donc ensuite, on a l'anse, qu'on appelle l'anse de Henle. Donc vous voyez, hop, ça descend et ça remonte. Et regardez, en tout dernier à droite, on a le fameux canal collecteur. C'est-à-dire que il va y avoir, dans tout ce tube-là, dans cette anse, tout autour, il y a des capillaires qui permettent l'absorption, la réabsorption ou pas
hein, parce que le rein, le néphron, il fait que ça. Hein. Il absorbe, il réabsorbe, il prend, il filtre, il redonne. Voilà, hein. En gros, c'est ça. Ça, je garde, ça, je prends, ça, je redonne, ça, je reprends. C'est que ça. Il y a plein d'échanges pour... donc, on a ce qu'on appelle une urine primitive au départ qui va petit à petit, hein, tout au long, cette urine primitive, elle va descendre la hanse de Henle, elle va remonter. Et quand elle arrive au niveau du canal, là, on va avoir ce que l'on appelle l'urine définitive. Ça y est, là, il n'y a plus d'absorption, réabsorption de quoi que ce soit. C'est l'urine définitive, telle qu'elle va être collectée, telle qu'elle va arriver dans les calices, les bassinets. Elle va descendre dans les uretères, elles vont arriver dans la vessie, elles vont être collectées dans la vessie et ensuite dans l'urètre pour être évacuées à l'extérieur du corps humain. D'accord ? Donc, on l'a fait simple. Hein, le glomérule, c'est très important parce qu'il y a plein d'échanges à ce niveau-là aussi. Et puis, il va y avoir plein d'échanges aussi au niveau du néphron pour arriver à une urine définitive. Nous passons à la diapositive suivante, la filtration glomérulaire. Il y a des termes compliqués. On va regarder, mais ce n'est pas la peine de vous encombrer avec des termes très compliqués. On l'explique, hein, juste pour votre connaissance, comme ça, pour essayer de comprendre. Donc, là, on va avoir la filtration glomérulaire, donc c'est au niveau du glomérule, hein, je fais un petit rappel là, anatomique. Elle démarre au niveau de la capsule de Bowman, c'est-à-dire c'est l'enveloppe du corpuscule de Malpighi qui correspond au segment initial du glomérule. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Juste, voilà, hein, au niveau du glomérule, donc c'est vraiment le premier niveau de filtration, c'est là où le sang commence à arriver pour être filtré. Donc à ce niveau, pratiquement tous les éléments constitutifs du sang passent ce filtre-là. Tout va passer. C'est parce que dans le sang, on a de l'eau, évidemment. On a des électrolytes, potassium, sodium, chlore, magnésium, manganèse, et j'en passe. Et puis on a des déchets, hein, de l'urée, de l'acide urique, enfin voilà, on a plusieurs comme ça éléments. Ce qui ne passe pas, ce sont les gros éléments. Hein, les globules rouges, les lipides, les protides ne passent pas. Le glucose, en temps normal, ne passe pas non plus. On verra quand on parlera du diabète, quand on a un taux de glucose dans le sang trop élevé, en effet, à ce moment-là, le glomérule va accepter que le glucose passe dans les urines. C'est pour ça que les diabétiques qui ont un taux, une glycémie très importante, on va retrouver du sucre, du glucose dans les urines. D'accord ? Mais normalement, de façon physiologique, le glucose ne passe pas. C'est uniquement chez les gens diabétiques quand le taux de sucre dans le sang est trop élevé. D'accord ? Donc vous voyez que là, tout passe, l'eau et les électrolytes et les déchets, mais pas les grosses molécules. Hein, glucides, lipides, protides, les globules rouges, ils sont trop gros, ils ne passent pas. Heureusement que les globules rouges ne passent pas, parce que sinon, vous imaginez, on ferait pipi tout rouge et on pisserait tous nos globules rouges. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la filtration glomérulaire. Donc, on parle d'une première urine, hein, ce qu'on appelle l'urine glomérulaire, elle est très importante, c'est entre 160 et 200 litres par jour. Vous vous rendez compte, le rein filtre entre 160 et 200 litres de sang par jour et fabrique entre 160 et 200 litres d'une urine primitive, hein, glomérulaire. Vous vous doutez bien, vu les chiffres, que le néphron derrière va réabsorber énormément de choses, et notamment beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord ? On ne fait pas pipi entre 120 et 200 litres par jour, heureusement. Hein ? Mais il n'empêche qu'au niveau du glomérule, hein, il va y avoir fabrication d'environ 160 litres d'urine glomérulaire. Alors, il y a un petit système de régulation par rapport à la tension, c'est-à-dire que cette filtration, elle se fait à partir du moment où on a une tension artérielle systolique supérieure à 6. D'accord ? Ça veut dire tant qu'on est en tension normale ou en légère hypotension, le rein continue à filtrer le sang et à fabriquer des urines glomérulaires. Par contre, quand on a une tension qui chute, le rein arrête de filtrer.
parce que ça veut dire que là, il y a un grave dysfonctionnement du corps humain. Une tension inférieure à 6, c'est que la personne va vraiment très mal. Donc, il n'y a plus de filtration glomérulaire. Et puis surtout, quand on a une tension à 6, ça veut dire que soit on est en hémorragie, soit on a un volume de sang tellement bas qu'on a une très petite tension. Donc, ce n'est pas le moment d'aller continuer à filtrer et faire encore plus. Ça ferait encore plus chuter la tension. Donc, l'organisme a bien prévu. C'est une valeur seuil. En dessous de 6 de pression systolique, c'est-à-dire la maxima, il n'y a plus de filtration glomérulaire. Donc, les gens en état de choc, en très grave hypotension, le rein ne va plus fabriquer d'urine. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Nous passons à la diapositive suivante. La résorption tubaire. Alors, le tube, voilà, le glomérule, on a vu, c'est ce petit amas en haut à gauche, là, rond avec les petits capillaires. Là, on va arriver sur le tube qui descend et qui remonte. Et là, il va se passer plein de choses, et notamment de la réabsorption. On ne peut pas laisser passer 160 litres d'urine, je le répète. Donc forcément, au niveau du tube, il va y avoir réabsorption. Il va y avoir réabsorption de beaucoup d'éléments, de beaucoup d'eau, de beaucoup d'électrolytes. Mais évidemment, les déchets comme l'urée, au contraire, on va les laisser partir. Donc la quasi-totalité de l'urine glomérulaire, la quasi-totalité des plus de 160 litres vont être forcément réabsorbées puisque nous urinons en moyenne à peu près 1,5 litre d'urine par jour. Donc vous imaginez, on réabsorbe quasiment tout. Beaucoup de constituants donc, de l'urine glomérulaire vont être réabsorbés au niveau du tube et on ne les retrouvera pas dans l'urine définitive. Heureusement, parce que si on faisait partir tout le sodium, tout le chlore, tout le potassium, on ne peut plus vivre, on ne survit pas. Alors, diapositive suivante, toujours sur la résorption tubaire. Donc là, on vous donne un petit peu en chiffres. Donc l'eau est réabsorbée à 99%, le sodium quasiment aussi toute la totalité. La créatinine, à l'inverse, elle est éliminée à 100%. La créatinine, c'est pareil, c'est un produit de dégradation, c'est un déchet, donc celle-là, on va l'évacuer. L'urée et l'acide urique sont filtrés, partiellement réabsorbés, partiellement. Donc il y a une bonne quantité d'acide urique et d'urée qui vont partir dans les urines définitives. Et le sucre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est normalement, c'est-à-dire dans les conditions physiologiques, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, il n'y a pas de sucre dans l'urine glomérulaire, donc évidemment, il n'y a pas de sucre à réabsorber. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la résorption tubaire. Alors, il y a d'autres éléments qui vont être réabsorbés en fonction du taux qu'il y a dans le sang. Vous voyez, donc c'est un filtre intelligent quand même, le rein. Donc en fonction du seuil, atteint, si vous avez un excès de potassium, du coup vous allez uriner davantage de potassium. Le sel aussi, il est réabsorbé à 95%, mais si vous avez une trop forte quantité de sel dans le sang, le rein va en éliminer pour essayer de garder constant le taux de sel dans le sang. De sel NaCl, de sodium dans le sang. Voilà, donc on vous explique, sodium, potassium, Cl, c'est le chlore, sont réabsorbés dans les proportions nécessaires, pour que leur taux sanguin reste constant. Alors, il faut aussi savoir que les médicaments, puisque le rein est un filtre, les médicaments contribuent à éliminer, pas les médicaments, les reins, pardon, je dis n'importe quoi. Concernant les médicaments, les reins vont filtrer et vont éliminer les médicaments. Et cette élimination, elle se fait au niveau tubaire. Donc on va éliminer les médicaments et ça va partir dans les urines. Une fois que le médicament a fait son usage, bien sûr. Alors, diapositive suivante, toujours sur la résorption tubaire. Alors, donc, on récapitule. Au niveau du tube, beaucoup d'éléments sont réabsorbés, quasiment la totalité de l'eau. Beaucoup d'éléments sont réabsorbés en fonction du taux qui doit rester constant dans le sang. Donc, il y a tout un équilibre qui va s'opérer.
Donc ça, c'est filtration, réabsorption, ça c'est le côté filtre mécanique, mécanique et chimique du rein. Mais le rein est sous la dépendance de certaines hormones. Souvenez-vous, quand on a fait les glandes endocrines, on avait parlé notamment de l'hormone antidiurétique qui est fabriquée et sécrétée par la post-hypophyse et qui va permettre, puisque c'est une hormone antidiurétique, donc je le répète, c'est-à-dire qu'elle est anti-miction, c'est-à-dire que plus on fabrique de l'hormone antidiurétique, plus on fabrique de l'ADH, plus on retient l'eau, plus on réabsorbe l'eau. À l'inverse, si je fabrique ma post-hypophyse, si elle fabrique peu d'ADH, j'aurai une plus grande quantité d'urine puisque je vais absorber moins d'eau, réabsorber moins d'eau. Donc il y aura plus d'urine. Donc voilà, déjà, vous voyez une petite dépendance hormonale dans la régulation de la fabrication des urines, l'hormone antidiurétique. Elle a cette action sur le rein, on l'avait déjà dit, c'est son organe cible. Elle est fabriquée par l'hypothalamus, stockée au niveau de la post-hypophyse et elle est libérée dans le sang. Et son organe cible, c'est le rein, l'ADH. Elle joue essentiellement, son principal rôle, c'est sur le rein pour permettre la réabsorption de l'eau. Plus on fabrique de l'ADH, plus on réabsorbe l'eau. Moins on fabrique d'ADH, plus on laissera partir l'eau dans les urines. Donc voilà, il y a cette dépendance hormonale à l'ADH. Donc c'est une aide pour le rein. Ça permet de réguler, est-ce que je dois réabsorber ou pas beaucoup d'eau. On est déshydraté, on ne fabrique pas d'ADH et du coup, on fabrique de l'ADH, pardon. Plus on est déshydraté, plus on fabrique d'ADH et plus on réabsorbe l'eau. Parce qu'il ne faut surtout pas que l'eau, on est déjà déficitaire, il ne faut surtout pas que l'eau parte en trop grande quantité dans les urines. Bon, ça c'était pour la petite histoire, mais ça on l'avait déjà vu. Le rôle de l'ADH, qui est une hormone hypophysaire, mais qui joue sur le rein. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la résorption tubaire. Alors, il y a une autre hormone qui va aussi intervenir, une hormone qui est fabriquée par les surrénales, l'aldostérone. Elle, c'est pareil, si on a une insuffisance d'apport hydrique, restriction hydrique, une déshydratation trop importante, elle va aussi jouer. Alors l'aldostérone, elle joue aussi sur la réabsorption de l'eau au niveau du rein et elle sert notamment à la régulation de la tension artérielle. C'est pour ça. Et plus on va avoir une tension artérielle élevée, plus il faut que le rein évacue de l'eau pour diminuer le volume sanguin. Parce qu'on sait que quand on diminue le volume sanguin, on fait diminuer la pression qu'il y a à l'intérieur des artères. Donc voilà, on a un autre système, c'est l'aldostérone. Nous passons à la diapositive suivante. Nous allons parler des différents rôles du rein. Donc, vous l'avez compris, le rein a pour fonction d'éliminer les déchets dont le corps humain veut se débarrasser. Mais vous avez compris aussi qu'il va réabsorber ou pas certains éléments essentiels de telle sorte qu'il y ait toujours une quantité suffisante et nécessaire, qu'il y ait un certain équilibre. Voilà, s'il faut réabsorber plus de sodium, il va réabsorber plus de sodium. Au contraire, il y a trop de sodium dans le sang, il y aura plus d'élimination de sodium dans les urines. Donc vous avez compris. Moi, je vous renvoie là au cours sur l'homéostasie où on avait vu qu'il y avait tout cet équilibre. Notre milieu de vie doit rester constant. Un taux de sucre constant, une quantité d'eau constante, un taux de potassium constant. Alors constant, il y a une fourchette évidemment. Si vous avez eu des analyses de laboratoire, vous avez pu constater, on donne quand même une fourchette. Mais ça doit rester dans cette fourchette-là. Le sodium pareil, le potassium pareil, le calcium, le magnésium et ainsi de suite. Donc c'est vrai que le rein a une fonction de régulation. D'accord ? Il fabrique les urines, ce qui permet d'éliminer les déchets d'une part, mais il permet aussi de réabsorber ou au contraire d'éliminer certains éléments indispensables à la vie et de les permettre de les maintenir à un taux le plus constant possible. Et donc il contrôle aussi la quantité d'eau présente dans l'organisme. Il va
Si on est en période de déshydratation, vous l'avez vu, quand il fait chaud, si on ne boit pas assez, on fait moins d'urine. Elles sont plus concentrées parce que les déchets continuent à s'évacuer, eux. Mais du coup, les urines sont de plus petite quantité. Par contre, si vous êtes un grand buveur, vous buvez beaucoup, vous allez aller souvent aux toilettes. Et d'ailleurs, vous allez voir que vos urines sont très claires parce que du coup, les déchets sont très dilués puisque vous évacuez une grande quantité d'eau. Plus vous avalez d'eau, plus vous l'éliminez. Moins vous en avalez, vous aurez des petites mictions et des urines concentrées. Qui d'ailleurs, on l'avait déjà vu, peuvent être source d'infection. C'est pour ça qu'on part sur la base d'une hydratation d'environ 1,5 litre d'eau par jour pour justement ne pas uriner qu'il n'y ait pas une trop forte concentration des urines. Et en plus, non seulement elles sont concentrées, et puis tant que votre vessie n'a pas atteint 3 à 400 millilitres, vous n'aurez pas envie d'uriner. Donc du coup, vous allez rester très longtemps, des heures, avec des urines très concentrées dans la vessie, et ça peut être source d'infection. C'est pour ça qu'il faut boire suffisamment pour pouvoir avoir des mictions régulières et pouvoir éliminer les déchets. Nous passons à la diapositive suivante, toujours dans les différents rôles du rein. Donc, le rein intervient beaucoup. On ne va pas rentrer dans le système, mais il va éliminer des bicarbonates et il va plus ou moins en éliminer et surtout, ça va permettre de réguler l'équilibre acide-base. Souvenez-vous, je vous ai dit que le pH sanguin doit être le plus constant possible, autour de 7,42. Donc, le rein intervient dans la régulation du pH aussi. On n'en dira pas plus, c'est un phénomène très complexe. On ne va pas plus loin. Alors, le rein, il a aussi un rôle, il va sécréter lui aussi des hormones ou des produits de synthèse. Donc, c'est lui qui va fabriquer son propre pigment, l'urochrome, et c'est ça qui va donner la couleur jaune aux urines. Et il va aussi fabriquer de l'ammoniac. Le rein fabrique de l'ammoniac. Et l'ammoniac, lorsqu'il est à l'air libre, il s'oxyde et c'est là où il commence à avoir une odeur forte. C'est pour ça que des urines fraîches n'ont pas une odeur très forte. Ça sent pas très... Quand la personne n'est pas malade, je le rajoute. Et quand les urines ne sont pas hyper concentrées. Mais disons pour une miction normale, pour quelqu'un qui s'hydrate normalement, les urines fraîches, vous l'avez tous constaté quand vous allez aux toilettes, ça ne sent pas l'ammoniac. C'est après, c'est quand l'ammoniac va s'oxyder. Là, en effet, quand on garde des urines longtemps, quand on garde les urines d'ailleurs, quand on garde les urines de 24 heures d'un patient, d'heure en heure, quand vous ouvrez le bocal, ça sent très fort l'ammoniac. Parce qu'elle va s'oxyder, cette ammoniac, et elle va sentir très fort. Donc ça, c'est le rein qui fabrique l'ammoniac. Et puis, le rein a une fonction endocrine aussi. Il va fabriquer une hormone qui s'appelle l'hématopoïétine, qui va stimuler la fabrication des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Pourquoi ? Parce que les choses sont bien faites. Le rein filtre 150 litres de sang en moyenne par jour. Donc, il est le plus à même à se rendre compte s'il y a un déficit de globules rouges ou pas dans le sang. Il est sensible à la quantité de globules rouges qu'il y a dans le sang. Bon, je vous la fais simple, mais en gros, c'est un petit peu ça. Donc, quand il voit qu'il y a de moins en moins de globules rouges, il va se mettre, le rein, à fabriquer de l'hématopoïétine qui va stimuler au niveau de la moelle osseuse la fabrication des globules rouges. Je vous renvoie au cours sur le sang, parce qu'on avait expliqué où était fabriqué le sang, puisqu'il est fabriqué dans la moelle osseuse. L'hématopoïétine, pour la petite histoire, vous le connaissez peut-être sous un autre nom, c'est l'EPO. C'est ce qui avait fait scandale dans le dopage, notamment le dopage des cyclistes. On sait fabriquer de façon artificielle de l'hématopoïétine. L'hématopoïétine, à la base, on la donne, et on en donne toujours, depuis qu'on a réussi à la fabriquer, on en donne aux personnes qui sont dialysées, parce que le fait de dialyser les personnes, on leur fait perdre des globules rouges. Donc, on leur donne de l'hématopoïétine pour compenser la perte. Les personnes en aplasie aussi, quand les personnes qui ont des chimios, puisque la chimiothérapie, on le reverra quand on fera la cancérologie,
quand on fait de la chimiothérapie, malheureusement, ça touche la moelle osseuse et du coup, on a un déficit de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. Et pour stimuler la fabrication des globules rouges, pour sortir la personne plus vite de son aplasie et remonter son taux de globules rouges, on fait des injections d'EPO, d'hématopoïétine. Le problème, c'est que l'humain, il a toujours tendance à détourner les produits médicamenteux pour faire des exploits. Donc, un sportif, quand il s'injecte de l'hématopoïétine, il fabrique plus de globules rouges. Et les globules rouges, ce sont les transporteurs d'oxygène. Donc, du coup, ils ont plus de transporteurs d'oxygène. Donc, ils peuvent fournir un plus gros effort physique puisqu'ils apportent plus d'oxygène à leurs muscles. Tout simplement. Voilà pour la petite histoire. Vous savez que j'aime bien vous raconter des petites histoires, des petites anecdotes. Donc, voilà. Si on voit que le rein a beaucoup, beaucoup de fonctions. Nous passons à la diapositive suivante, la dernière diapositive sur le rôle du rein. On a parlé tout à l'heure de l'aldostérone. Pour la régulation de la tension, l'aldostérone est fabriquée par les surrénales et agissent au niveau du rein pour réguler la réabsorption de l'eau. Et ça va réguler la tension. Le rein va fabriquer aussi une autre hormone, qui s'appelle la rénine, qui, pareil, va jouer sur la régulation de la tension. Et cette rénine, elle provoque la contraction des vaisseaux. Et le fait de diminuer le diamètre des artères va augmenter la pression à l'intérieur des artères et ça va permettre à la personne de remonter sa pression artérielle générale. Voilà. Donc dès qu'on a une chute de tension trop importante, le rein va fabriquer de la rénine. Je ne vous demande pas de retenir ça. Donc si on récapitule, le rein, évidemment, sa principale fonction, c'est d'éliminer les déchets, de réguler la quantité d'eau dans le sang, de réguler les différents électrolytes qu'il y a dans le sang, de réguler le pH du sang et de réguler aussi, comme vous l'avez compris, la tension artérielle. Donc vous voyez, le rein a une grande, grande fonction, a beaucoup de fonctions. C'est un organe vraiment très important. Et malheureusement, les gens qui ont une grave insuffisance rénale, heureusement, on a des appareils qui s'appellent des dialyses, des dialyseurs. Heureusement, ils vont pouvoir compenser le rôle du rein quand le rein est défaillant. Mais vous voyez que le rein a une activité très, très importante. On passe à la diapositive suivante. On va parler de l'urine. Alors, l'urine, vous l'avez compris, c'est le résultat. Il y a une urine primitive, il y a plein de réabsorption là au niveau du néphron, du tube du néphron, de la anse de Henle. Et à la fin de tout ça, il va y avoir fabrication de l'urine définitive qui va après se déverser. On le réexpliquera tout à l'heure, ça va se déverser dans les tubes collecteurs. Et après, ça va être évacué sous cette forme-là. Donc l'urine, ce n'est pas autre chose que le résultat de la filtration du sang par les néphrons, depuis le glomérule, toute la anse de Henle, jusqu'à ce que ce soit recueilli après dans les tubes collecteurs. C'est un liquide jaune clair et on urine environ 1,5 litre par 24 heures. Tout dépend en effet s'il fait chaud, s'il fait froid, si on boit beaucoup ou pas, si on fait beaucoup d'activité physique parce qu'on va perdre beaucoup d'eau par la transpiration. Donc voilà, donc en moyenne, on est autour d'1,5 litre d'urine par jour. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Ça, on l'avait déjà vu dans l'anatomie. Donc, ce schéma sans titre. Donc, c'est une coupe, une coupe schématique du rein. Et on voit bien dans toute la zone rose, là, qui s'appelle la zone corticale. Donc, on va avoir tous les glomérules à ce niveau-là. Et dans les pyramides, ce n'est pas autre chose que la juxtaposition des anses de Henle. Donc, c'est là, dans la zone corticale et au niveau des pyramides, que vont se faire... Non, pardon. Autant pour moi. C'est dans la zone corticale que tout va se filtrer et au niveau des pyramides, on a le début des tubes collecteurs. Autant pour moi. Ce sont les tubes collecteurs, les pyramides. Le néphron, il est dans toute la zone rose. Les pyramides contiennent tous les petits tubes, les minuscules petits tubes collecteurs et tout va se déverser dans les calices. Les calices, ce sont les premiers petits cônes en jaune là, qui font suite aux pyramides. Et puis, ça va descendre. Donc, depuis la pyramide, on récupère l'urine définitive.
ça tombe dans les calices. Et puis après, la réunion des différents calices forme ce qu'on appelle le bassinet. Donc on a un bassinet pour le rein droit, un bassinet pour le rein gauche. Et toute l'urine qui arrive dans le bassinet va ensuite se diriger vers l'uretère. Et on a 2 uretères puisqu'on a 2 reins. Voilà, donc il est assez parlant, ce petit schéma. Hein. On imagine toute la filtration dans la zone corticale. Et tout est récupéré depuis les petits tubes, dans les pyramides, les calices, le bassinet, et tout part dans l'uretère. Nous passons à la diapositive suivante. Composition de l'urine. Alors, si on regarde un petit peu plus près de cette urine, hein, si on prend 1 kg d'urine, ou 1 litre, hein, parce qu'1 litre d'eau, ça fait 1 kg. Là, ils l'ont mis en grammes. Donc, pour vous donner une idée, hein, il y a 950 grammes d'eau. Donc, l'urine est essentiellement composée d'eau, ça, vous l'avez compris. 25 grammes d'urée, 0,5 g d'acide urique, 1,5 g de créatinine, 5 à 15 grammes de chlorure. Ça dépend des besoins de l'organisme. Hein. Le rein va en éliminer plus ou moins. En moyenne, 4,5 g de sodium, 1,5 g de potassium, 0,15 g de calcium. Hein, Ca, c'est le calcium. Et 1 g d'ammoniac. On avait vu que c'était l'ammoniac était fabriqué par le rein lui-même. Alors, nous allons passer maintenant aux maladies du rein. Donc, on va voir les principales. Alors, il y a une maladie qui est très fréquente, c'est l'infection urinaire. L'infection urinaire, c'est l'infection qui intéresse la partie basse, c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'urètre et de la vessie. Tant que ça s'arrête là, c'est pas trop grave. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ça remonte jusqu'au rein et que ça entraîne ce qu'on en appelle une pyélonéphrite, et on en parlera juste après. Alors, l'infection urinaire, ça par contre, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître, les signes de l'infection urinaire. Ça, c'est absolument fondamental. S'il y a bien quelqu'un qui est en première ligne pour repérer les signes d'une infection urinaire, 9 fois sur 10, c'est l'aide-soignante. Donc ça, c'est un incontournable. Par quoi ça se manifeste une infection urinaire? Des brûlures mictionnelles, c'est-à-dire des brûlures à la miction. La miction étant le fait d'évacuer les urines. Ceux et celles qui ont déjà eu des infections urinaires savent, c'est horrible. C'est horrible. On dit brûlure, c'est plus qu'une brûlure. On a l'impression qu'on pisse des lames de rasoir. Hein. C'est absolument insupportable. En plus, on fait 3 gouttes et ça brûle, c'est insupportable. Alors, petite erreur à ne pas commettre. Hein. Quelqu'un qui serait porteur d'une sonde urinaire ne peut pas ressentir les brûlures mictionnelles. D'accord ? L'infection, elle est dans la vessie. Les brûlures mictionnelles, on les ressent parce qu'on évacue l'urine par les voies naturelles. C'est au moment où ça passe dans l'urètre et dans le méa que l'on ressent les brûlures. Si j'ai une sonde urinaire, je ne ressens pas les brûlures mictionnelles. Par contre, je vais avoir d'autres symptômes. Autre symptôme chez une personne qui a une infection urinaire, la polacurie, c'est-à-dire qu'on urine très souvent de très petites quantités. Et à chaque fois, ça brûle, c'est une horreur. Pareil, hein, pas de polacurie chez quelqu'un qui est porteur d'une sonde urinaire, puisque quand on a une sonde urinaire, les urines s'écoulent en continu dans la sonde, et puis dans la poche collectrice. Donc, brûlure mictionnelle, polacurie, des urines troubles et nauséabondes. Alors là, chez le porteur d'une sonde urinaire, vous aurez ces symptômes-là, vous allez pouvoir le détecter. Et vous allez évidemment, chez celui qui urine normalement aussi. Hein, les urines, elles sont troubles. Et oui, il y a une infection, donc ça veut dire qu'il y a des globules blancs qui sont en train de se batailler, là, et il y en a qui meurent au combat. Et forcément, hein, il va y avoir présence de globules blancs morts, et tout ça, ça va rendre les urines troubles. Et elles sont nauséabondes. Nauséabondes, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit, quand il y a des bactéries, elles vont développer des enzymes qui souvent dégagent une mauvaise odeur. Ça, ce sont les signes locaux. Alors, des fois, vous me dites, oui, les urines concentrées. On peut très bien boire beaucoup, parce qu'on sent que là, on a une infection urinaire. Les urines ne vont pas être concentrées. Par contre, on aura les brûlures mictionnelles. Par contre, elles seront nauséabondes. Par contre, elles seront troubles. Hein, mais elles ne seront pas nécessairement concentrées. Et puis, il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils ont des urines concentrées qu'ils ont forcément une infection urinaire.
Même si, je le répète, quand on ne boit pas assez, qu'on a des urines trop concentrées, ça peut être source d'infection urinaire. On est d'accord, c'est un facteur aggravant. Mais urine concentrée, le seul signe urine concentrée n'est pas en lui seul un signe d'infection urinaire. Je tiens bien à le préciser. Ça peut être juste un signe de déshydratation uniquement. Par contre, brûlure mictionnelle, pollacurie, des urines troubles, des urines nauséabondes, alors là, c'est imparable. Et après, alors ça, c'est ce qu'on appelle les signes locaux. C'est ce qui va se passer au niveau de l'appareil urinaire et ce qui va se passer, en effet, dans l'aspect et l'odeur des urines. Donc ça, c'est les signes locaux. Et on a, comme toute infection, puisque là, on est dans le cas d'une infection, on va avoir ce qu'on appelle un signe général, la fièvre. Donc vous allez avoir un fébricule ou une petite hyperthermie. Les infections urinaires ne donnent pas des fièvres à 39-40. Sachez-le. On va plutôt être sur un 38-5 à tout casser pour quelqu'un qui a une infection urinaire. Alors, dans ces conditions, quand on suspecte une infection urinaire, le premier examen que l'on va pratiquer, c'est la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, ce n'est pas le recueil d'urine stérile, c'est juste le recueil d'urine fraîche dans un pot propre. On va glisser, on va mettre une bandelette. Alors le mieux, c'est quand on a l'appareil, on trempe dans les urines, on met dans l'appareil, et l'appareil va vous sortir une petite affichette, comme un ticket de caisse, et il va vous sortir les différents éléments. C'est mieux que la lecture visuelle quand on regarde visuellement. Si on a l'occasion au mois de juin, on essaiera d'en parler. Je vous montrerai la lecture d'une bandelette urinaire. Donc elle peut se faire visuellement ou avec les indicateurs de couleur, donc il faut l'interpréter derrière. Et il faut aussi... le mieux, c'est l'appareil. Voilà, le mieux, c'est l'appareil, c'est beaucoup plus fiable. Si la bandelette est positive, évidemment, derrière, le médecin prescrira le prélèvement d'un ECBU. Et là, ce n'est pas de votre compétence. J'en profite pour vous le rappeler. Le CBU se fait sur un prélèvement stérile d'urine, donc c'est le rôle de l'infirmière. Une bandelette urinaire, vous pouvez la faire. Le CBU, vous n'êtes pas habilité à le faire. Et en fonction des résultats, le médecin prescrira ou non des antibiotiques. Nous passons à la diapositive suivante. Toujours les maladies du rein, toujours l'infection urinaire. Alors, donc je vous disais, la bandelette urinaire, elle est réalisée sur des urines fraîches. On va regarder quoi quand il y a une infection urinaire? Ça va être positif au nitrite, au leucocyte. Assez souvent, il y a présence de sang également. Ça, leucocyte, nitrite et présence de sang, c'est 99,99% de chances qu'il y a bien une infection urinaire. Voilà. Et on fera évidemment le CBU et le traitement si nécessaire. Nous passons à la diapositive suivante. Toujours, c'est les maladies du rein. Nous allons parler de la pyélonéphrite. La pyélonéphrite, c'est une infection du rein. D'accord ? Le plus souvent, on commence par une infection urinaire. Hop, ça s'installe dans l'urètre et la vessie, et ça remonte par les uretères, et ça vient infecter le rein. L'infection urinaire, c'est un petit peu comme la thrombose veineuse. Ça fait mal, c'est pas confortable. Si ça s'arrêtait juste à ça, c'est pas bien grave. Ce qui est grave dans une infection urinaire, si on ne la traite pas, c'est le risque de pyélonéphrite derrière. Ça pourrait gravement endommager un rein, gravement endommager un rein, avec toutes les conséquences derrière. Alors, la pyélonéphrite, alors là, pour le coup, vous allez avoir une fièvre beaucoup plus importante. Je vous ai dit, dans l'infection urinaire, on est sur un 38-38,5. Vous avez une infection urinaire, vous commencez à monter à 39-40, mauvais signe, avec des frissons, des douleurs du côté du rein qui est atteint, donc ça veut dire milieu du dos, derrière milieu du dos, une douleur, une douleur constante. Et évidemment, les mêmes signes que l'infection urinaire, c'est que vous allez avoir des brûlures mictionnelles, évidemment, et des mictions fréquentes. Malheureusement, l'infection urinaire et donc la pyélonéphrite touche préférentiellement les femmes, parce que, tout simplement, de façon anatomique, le méa urinaire de la femme est tout près du vagin, tout près de l'entrée du vagin, et juste à côté du vagin, il y a l'anus. Donc c'est vrai que l'appareil urogénital de la femme est mal fichu, parce que du coup, le méa peut vite être contaminé
par des bactéries du rectum. Chez l'homme, vous avez compris que c'est plus éloigné. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins sujets aux infections urinaires, les vénards. Nous passons à la diapositive suivante, toujours dans les maladies du rein, suite et fin de la pyélonéphrite. Donc c'est une maladie qui va être progressive, souvent asymptomatique, qui peut détruire, qui conduit à la destruction du rein, je vous avais dit, parfois chez les diabétiques, et parfois vous pouvez avoir une pyélonéphrite sans avoir les manifestations, sans avoir une infection urinaire, c'est-à-dire que l'infection elle est directement localisée au niveau du rein. Elle est insidieuse et elle peut, comme ça, à bas bruit, vous détruire progressivement le rein. Donc il faut absolument... Alors là, c'est les traitements de cheval, antibiotiques, le plus souvent. Hein, vous arrivez à l'hôpital avec une pyélonéphrite, perfusion, antibiotiques par perfusion, et quand ça va mieux, on continue en péros, c'est-à-dire en comprimé. Diapositive suivante, toujours sur les maladies du rein, nous allons parler de la glomérulonéphrite, plus communément appelée néphrite ou inflammation du rein. Elle est consécutive, alors glomérulonéphrite, vous imaginez, ça veut dire que là pour le coup, l'infection, elle n'est pas dans les calices et les bassinets comme l'est la pyélonéphrite. Là, on est carrément l'atteinte du néphron et du glomérule. Donc là, j'ai presque envie de dire, c'est presque un degré de gravité supplémentaire. Alors, elle survient souvent 3 à 4 semaines après une infection streptococcique, voilà, donc qui aurait été prise trop tard ou qui aurait été un petit peu rebelle au traitement. Voilà, vous pouvez vous retrouver avec une glomérulonéphrite. Alors, si on la détecte rapidement, on la traite, on a des antibiotiques et puis le problème est rapidement réglé. Donc, c'est de bons pronostics. Mais malheureusement, pour certains, ça peut évoluer vers une néphrite chronique et plusieurs années après, vers une insuffisance rénale. Voilà. Mais bon, dans de rares cas quand même. Alors, diapositive suivante, toujours sur les maladies du rein. Et on va regarder les symptômes de la glomérulonéphrite. Donc, il va y avoir apparition de protéines ou de sang dans les urines. Pourquoi apparition de protéines ? Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le glomérule, il laisse passer beaucoup de choses, sauf du glucose, des lipides et des protéines. Et il ne laisse pas passer non plus les globules rouges. Sauf que là, nous sommes dans la glomérulonéphrite, c'est-à-dire qu'on est là sur une pathologie, une atteinte du glomérule. Eh bien, notre glomérule, malheureusement, il va laisser passer plus d'éléments que d'habitude, puisqu'il est malade, il est en souffrance, ce glomérule. Donc, on va retrouver des protéines dans les urines, alors que normalement, on ne doit pas avoir de protéines dans les urines. La présence de protéines dans les urines est signe d'une atteinte du glomérule. Ça, c'est clair. On en reparlera quand on fera le diabète. Les patients diabétiques ont une atteinte du glomérule. Et c'est comme ça que chez eux, on retrouve, quand ils ont cette complication-là, c'est une complication tardive du diabète, mais quand ils ont cette complication-là, elle se détecte très facilement. Il y a présence de protéines dans les urines. Ça, c'est pas bon signe du tout. Quand il y a des protéines dans les urines, c'est bien pire que de retrouver du glucose dans les urines. Donc, on retrouve des protéines quand on a une glomérulonéphrite. Et on retrouve évidemment du sang, puisqu'on a des globules rouges qui, eux aussi, vont franchir la barrière au niveau du glomérule. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose de pathologique, parce que normalement, ça ne doit pas passer. Et évidemment, on a tous les signes de l'infection, frissons, fièvre, céphalée, parce que c'est quand même une grosse infection. Des douleurs lombaires du côté du rein qui serait atteint. Si c'est les deux, c'est les deux côtés. Et puis, évidemment, comme il va y avoir tout un déséquilibre, notamment avec cette histoire de protéines, il va y avoir un œdème au niveau du visage et une diminution de la quantité d'urine qui devienne moins importante. Mais oui, puisque le glomérule est en souffrance. Le glomérule ne peut pas remplir sa fonction. Donc, le glomérule a du mal à filtrer le sang et produire cette urine primitive. Donc, forcément, on va avoir une diminution de la production d'urine. Et ces urines vont être troubles. Il y a un petit peu tout qui passe. Et puis il y a une infection surtout, donc il y a des globules blancs qui sont en train de se bagarrer. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur les maladies du rein. On va parler des calculs rénaux. Ceux qui ont eu des calculs rénaux
et je ne vous le souhaite pas, c'est extrêmement douloureux. C'est ce que l'on appelle une... Ah ben voilà, j'allais vous le dire et ça m'est sorti. Ça s'appelle, ça y est, ça me revient, une colique néphrétique. Hein, colique, parce que la colique, on peut aussi la trouver au niveau intestinal. Donc la colique néphrétique. Je peux vous dire, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà une colique néphrétique, il en garde un souvenir extrêmement douloureux. Alors, ce sont des calculs qui vont se former dans les reins. Alors après, tout dépend à quel endroit ils vont se former. Et du coup, ils vont obstruer les voies d'évacuation. Donc, le rein, il continue à fabriquer de l'urine, sauf qu'il y a un calcul qui bouche le tuyau. Alors, des fois, ça peut être un tout petit calcul qui bouche un tout petit tuyau. Ça fait mal quand même. Hein. Et puis, des fois, c'est un gros calcul qui peut boucher carrément un calice, voire l'entrée de l'urètre. Donc, ils vont se former dans le rein ou dans le pelvis rénal parce que les urines, et surtout quand elles sont concentrées, donc les gens qui ont tendance à faire des coliques néphrétiques, ils ont obligation de bien boire pour diluer leurs urines. Vous comprenez ? Là, pour le coup, c'est important pour eux. Et alors, il y a des gens qui sont plus sujets aux coliques néphrétiques que d'autres. Hein. Il y a des gens qui n'en feront jamais. Et d'autres, ils ont beau avoir une bonne hydratation, une alimentation équilibrée. Il y a des gens qui sont sujets à la fabrication de calculs. C'est comme ça. Hein, on n'est pas tous égaux. C'est comme le Covid, on n'est pas tous égaux. Alors, le plus souvent, ils sont composés d'oxalate de calcium. Ça peut être une obstruction ou un ralentissement de l'évacuation. L'urine stagne et puis il va y avoir formation d'un calcul. Ou bien ça peut être une infection. Hein. L'infection peut être à l'origine de la formation de calculs rénaux. Alors on explique aussi, voilà, ils vont parfois survenir quand le taux de sanguin d'acide urique est trop élevé. Et l'acide urique, c'est un produit de dégradation des protéines. Donc les gros mangeurs de viande sont forcément plus à risque de faire des calculs rénaux à base d'acide urique. Voilà. Surtout s'ils boivent peu, ils mangent beaucoup de viande. Mais bon, il y a aussi des gros mangeurs de viande qui ne feront jamais de calculs rénaux. Mais on sait que c'est un facteur favorisant. Passons à la diapositive suivante. Toujours, alors sur le calcul rénal, voilà, on vous montre une image là. Alors vous voyez, on est dans le pelvis là, on est à l'intérieur du bassin. On n'est pas au niveau des reins. Les reins sont beaucoup plus hauts. C'est-à-dire que là, le calcul, il est dans l'urétère, hein, avant d'aller à la vessie. La vessie étant un tout petit peu plus bas. Donc là, il est en train de boucher l'urétère. Alors vous imaginez un calcul qui bouche l'urétère, c'est toute la fabrication d'urine en haut qui ne peut pas s'écouler. Donc vous imaginez, c'est compliqué pour le rein. Autrefois, les gens pouvaient en mourir. Hein. Les coliques néphrétiques, c'était extrêmement douloureux et les gens parfois en mouraient. Hein. Alors, s'ils avaient un peu de chance, le calcul migrait tout seul. Voilà. Et ça les sauvait. Et puis, s'ils restaient coincés, ça pouvait au mieux leur détruire un rein. Voilà. C'était la mort d'un rein. Heureusement, on en a 2. Et puis, des fois, ça partait dans un tableau infectieux majeur. Et les gens mouraient de coliques néphrétiques autrefois. Alors, on va toujours dans les maladies du rein, toujours sur les calculs. Donc, ces calculs peuvent provoquer des saignements, des obstructions ou des infections. Ben oui, alors des saignements parce que ça va irriter les parois et donc il faut s'inquiéter quand on urine du sang. Obstruer, voilà, obstruction, l'urine ne peut plus sortir, vous imaginez la souffrance du rein derrière. Ou bien ça peut provoquer en effet des infections. Hein. Quand on a tendance à faire des calculs, ça peut majorer l'apparition d'infections. Alors, quand ils sont de petite taille, hein, comme je disais tout à l'heure, quand ils sont de petite taille, voilà, ils peuvent des fois avoir du mal à passer au niveau des tubes collecteurs ou au niveau des calices. Mais on a vu, au début, c'est des collecteurs de petite taille, les calices sont un petit peu plus grands, les bassinets plus grands, puis après, il faut que ça passe l'urètre. Alors, les calculs de petite taille, bon voilà, ça peut créer des crises, ça peut être douloureux. Et puis des fois, quelques heures après, le calcul est évacué. Et les gens l'urinent. Hein. Il y a des gens, ils urinent. Et s'ils regardent leurs urines, ils retrouvent. C'est comme des petits, voilà, des petits grains ronds là, de blanchâtre. Voilà, un petit calcul
de calcium. Donc, alors avec des douleurs plus ou moins intenses quand le calcul est petit. Et le calcul va donc être évacué lorsque vous urinez. Par contre, quand c'est un calcul qui est beaucoup plus gros, lui, il ne va pas pouvoir passer l'ureter. Donc, ça va... Soit on opère, et on va chercher le caillot. C'est-à-dire qu'on va par voie basse, on va remonter comme ça l'urètre, la vessie, l'ureter, et on essaye d'attraper, de récupérer le calcul. Soit, alors il y a quelque chose qui marche parfois assez bien, ce sont les ultrasons, c'est-à-dire ça permet d'éclater le calcul qui est trop gros, l'éclater en plusieurs morceaux et espérer qu'on arrive à uriner les morceaux du calcul. Nous passons à la diapositive suivante. Toujours dans les maladies du rein, nous allons parler de l'urémie. Alors l'urémie, c'est l'accumulation dans le sang de déchets normalement excrétés par le rein. Elle survient le plus souvent en stade terminal d'une insuffisance rénale, c'est-à-dire que quand vous avez urémie, c'est le taux, mi c'est le sang, émi c'est le sang, urée c'est l'urée. Donc quand vous avez une quantité d'urée trop importante dans le sang, ça veut dire que le rein n'arrive pas à la filtrer. On a vu que le rein principalement évacuait l'urée et l'acide urique. Donc si vous avez un taux d'acide urique, un taux d'urée qui commence à s'élever dans le sang, c'est qu'il y a une insuffisance rénale. Et là, il faut la dialyse dans un premier temps, et pourquoi pas la transplantation rénale pour sortir les gens de la dialyse. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous invite à réécouter ce cours. Qu'est-ce qui est important à retenir dans ce cours ? Eh bien, avoir compris que le rein a une fonction dans la fabrication des urines, mais que la fabrication des urines, ça sert à quoi ? À principalement éliminer les déchets, à réguler le taux d'eau, la quantité d'eau dans l'organisme. On a vu, ça c'était important. Si on est déshydraté, on ne fera pas beaucoup d'urine. Donc il y a un grand rôle de régulation de la quantité d'eau, mais aussi un rôle de régulation, d'évacuation des déchets et de régulation aussi des autres électrolytes, potassium, sodium et tout ça. Et le pH, les reins vont aussi servir à réguler le pH. Et le rein a aussi une activité hormonale, il fabrique aussi des hormones. Et puis le rein filtre en permanence le sang et il est quand même sous les ordres de l'hormone antidiurétique, l'ADH, et de l'aldostérone. Donc il y a quand même une régulation de notre fabrication d'urine qui est sous la dépendance de l'ADH et de l'aldostérone. Le plus important, là je récapitulais. Donc, rôle de filtration, rôle d'évacuateur, rôle de filtre et de régulateur du milieu interne de l'organisme. Et donc, vous voyez que le rein a un rôle très important à ce niveau-là. Ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Que nous urinons environ 1,5 litre d'urine par jour. Qu'il faut connaître les caractéristiques de ce qu'est une urine physiologique, sa couleur, son odeur, et au contraire être capable de détecter lorsqu'il y a une anomalie dans les urines, que ce soit la présence de sang, que ce soit des urines troubles et nauséabondes, que ce soit la présence de protéines, de sang, ou des fois de bilirubine. On en avait parlé, là, c'est la présence de bilirubine. Alors ça, c'est pas signe que le rein dysfonctionne. Mais tous ces cours sont là pour vous aider à comprendre que des urines, d'autres produits d'élimination, les sels aussi, on regarde beaucoup le transit. Et c'est pas que la quantité des sels que l'on regarde, c'est aussi l'aspect des sels. Eh bien, les urines, c'est très important, c'est un très grand indicateur du fonctionnement du corps humain. Et malheureusement, pour vous, qui videz des bassins, des urinaux, des protections, vous allez être parfois les premiers à détecter qu'il y a quelque chose d'anormal dans les urines. Donc, vous devez absolument savoir ce qu'est une urine normale et vous inquiéter et alerter lorsqu'il y a quelque chose d'anormal dans les urines. C'est vraiment révélateur de quelque chose. Chose très importante à retenir aussi,
il faut absolument que vous connaissiez les signes de l'infection urinaire. Ça, c'est primordial. Et avoir bien en tête que la complication de l'infection urinaire, derrière, c'est la pyélonéphrite avec le risque de détruire le rein. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours.